Bonjour et bienvenue dans les 4V. Olivier Bonjour. Véran, quelques mots de la visite de Volodymyr Zelensky pour commencer. Il a dîné avec Emmanuel Macron. La France va former et équiper plusieurs bataillons ukrainiens avec des dizaines de véhicules blindés et chars légers et déployer de nouveaux moyens. C'est la suite du soutien prévisible et continu de la France ou on est monté d'un cran ? On répond aux demandes du président ukrainien et on continue dans l'engagement. On va former des milliers en fait, de soldats ukrainiens. Alors on va les former en France pour certains d'entre eux, on va les former aussi en Pologne et on envoie aussi du matériel, donc des chars légers, des blindés et puis de la défense aérienne pour aider nos amis ukrainiens. Mais défense aérienne, mais on n'envoie pas d'avion. On n'envoie pas d'avion, on envoie de quoi permettre aux Ukrainiens de garder de la souveraineté par rapport au territoire aérien sur leur pays. Le message envoyé à la Russie, c'est quoi ? C'est que tant que l'Ukraine n'aura pas gagné cette guerre, nous serons derrière elle ? On est, et le président de la République l'a dit, c'est l'Ukraine qui décidera des conditions et de quand ce conflit s'arrêtera. Et donc on a une coalition internationale, des pays alliés. Alors j'ai bien aimé l'idée de la mondialisation des amis tout à l'heure. C'est aussi la mondialisation des pays, des démocraties qu'on appelle les démocraties libérales. C'est-à-dire des pays qui vont bien, qui défendent la liberté. Et quand un pays va bien et défend la liberté, eh bien on voit aussi que l'économie va bien, revient. Et donc la population en profite parce que quand on fait baisser le chômage, eh bien on améliore la vie des gens. Il y en a qui vont pas bien, ce sont les maires de France. Depuis la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins, dont la voiture et la façade de la maison ont été incendiées, on est stupéfait des témoignages qui se succèdent. Hier encore, nos confrères de BFM nous parlaient d'une mère en Bretagne qui a vu les freins de sa voiture être sectionnés. Que compte faire le gouvernement pour protéger efficacement ses élus ? On voit qu'il y a une radicalité qui s'exprime dans les discours, sur les réseaux sociaux, au Parlement, Dans les actes, avec de la violence sociale, et qui, avec de la porosité entre le discours et les actes. À l'encontre des maires, à l'encontre des élus de la nation, pardonnez-moi, mais quand on dégrade, quand on mure une permanence parlementaire, quand on menace de mort des élus de la République, et quand on sabote une voiture d'un maire, ou quand on va brûler son garage, quand on inscrit des menaces de mort sur les frontons d'une université à l'encontre d'étudiants parce qu'on n'est pas d'accord avec leurs idées, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. On est une démocratie. Que compte faire le gouvernement pour mieux protéger ses élus ? Déjà, peut-être affirmer que c'est absolument anormal. Et à chaque fois qu'un maire démissionne, c'est la démocratie qui recule. Donc il va y avoir un 1300 maires ont démissionné. Il va y avoir un plan, pas seulement pour cette raison-là, parce que c'est dur aussi. Moi, j'ai une admiration totale pour les élus locaux, pour les maires, qui font absolument tout au quotidien pour la vie de leurs administrés. Ils ont le droit, en fait, au respect des gens, même quand on n'est pas d'accord avec des décisions qu'ils peuvent prendre. Donc rappeler ça, c'est déjà la base. Ensuite, intervenir partout où il y a une alerte pour préserver le fonctionnement de la commune et pour assurer la sécurité des élus, c'est indispensable. Il y a un plan qui sera présenté cette semaine par la ministre en charge, elle s'appelle Madame Dominique Faure. Aujourd'hui, quand on s'en prend un maire, on risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Est-ce que vous allez durcir ces peines ? Est-ce que vous le souhaitez ? Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si c'est au niveau du code pénal qu'il faut agir. Ce qui est certain, c'est qu'il faut être à l'écoute des maires. Il y a nos préfets, nos sous-préfets. L'écoute, qui sont présents. Même le 29 mars. À l'écoute, ça ne veut pas dire merci d'avoir appelé et bon courage. C'est un peu l'impression du maire de Saint-Brévin. Vous l'avez appelé, il a dit derrière, il ne s'est rien passé. Non, attendez. Moi, j'ai appelé le maire de Saint-Brévin. Il avait été déjà incendié au niveau de son domicile, d'accord ? Donc c'est après, évidemment, juste après que je l'ai appelé. Il faut que lorsqu'un élu dit je suis menacé, ou il y a des risques, etc., ils puissent bénéficier de mesures de protection. Elles existent, il y en a actuellement beaucoup en cours, à la fois pour protéger des maires, mais aussi des élus de la nation. Autre polémique, l'interdiction de plusieurs manifestations d'extrême droite dans Paris, décision annulée dans 2 cas par le tribunal administratif. Le droit de manifester, vous le savez, on le sait tous, est reconnu comme une liberté fondamentale. Est-ce qu'il est possible d'interdire systématiquement ou de vouloir interdire systématiquement une manifestation parce qu'elle ne nous revient pas ? On peut partir du principe qu'une manifestation, non pas parce qu'elle ne nous revient pas, mais parce qu'on considère que, par définition, toutes les garanties de sécurité publique ne sont pas assurées, de par la nature même de ceux qui appellent à manifester, peut justifier une mesure d'interdiction préfectorale, quitte à ce qu'elle soit réinterrogée par les tribunaux localement, ce qui a été le cas notamment ce week-end. C'est quand même un désaveu, là, ce qui a été décidé par le tribunal administratif. La semaine dernière, on nous a dit comment avez-vous pu laisser une manifestation d'extrême droite se dérouler dans Paris ? Que ne l'avez-vous pas interdite ? Nous avons expliqué, nous avons interdit certaines précédentes, et la justice a pu, ça et là, décider que l'interdiction était exagérée et que la manifestation pouvait se tenir. Donc on a dit, écoutez, maintenant on va partir d'une position pragmatique. Quand c'est l'extrême droite, quand ce sont non pas des associations, mais des groupuscules qui militent contre les valeurs de la République, et qui présentent de la dangerosité par essence même de la raison pour laquelle elles se mobilisent. Ils sont dangereux pour la démocratie, on part du principe qu'on ne souhaite pas qu'elles manifestent dans l'espace public, et ensuite, on laisse la justice de notre pays déterminer si, en réalité, elle peut manifester ou non. Non, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? Elles sont dangereuses pour la démocratie ? Lorsqu'elles sont dangereuses pour la démocratie de manière
avérées avec Ouais. des faits et pas seulement de la supposition, elles peuvent être dissoutes, ce que nous avons fait avec Pourquoi Gérald vous Darmanin ne depuis le le début faites du pas avec quinquennat. le but? Pourquoi vous ne le faites pas avec l'Action française? Parce qu'il qui est faut un dangereuse dossier, vous savez, qu'il faut être capable de monter un dossier qui soit absolument inattaquable devant la justice de notre pays. On a des libertés constitutionnelles, et je les défends, qui nous permettent de nous rassembler, de militer, parfois de manifester, de nous mobiliser. Une interdiction a priori ne serait pas conforme avec le droit constitutionnel. C'est pas une petite manipulation, on met une sorte de fourre-tout, trouble à l'ordre public pour interdire aussi les casserolades, comme on dit, les Je ne manifestations? ferai aucun lien entre les deux, mais vraiment aucun lien entre les deux. Je crois qu'on a tous été quand même marqués par cette manifestation d'extrême droite il y a quelques jours dans les rues de Paris. Je crois qu'on peut quand même se dire qu'en France, on en a parlé tout à l'heure, de la démocratie, de ce que ça a apporté comme paix, comme liberté économique, etc., comme lien social entre les gens, on peut partir du principe que ça, on a envie de le défendre collectivement. Ça n'empêche pas des gens de ne pas être d'accord avec les politiques qu'on peut mener et parfois de manifester plus ou moins bruyamment. Olivier Véran, de manière générale, les Français peuvent avoir une impression de flou, de flottement sur pas mal de sujets en ce moment. Prenons l'écologie. Emmanuel Macron, qui avait dit il y a un an en campagne, ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas, annonce une pause environnementale pour déjà appliquer les normes qui existent avant d'en prendre de nouvelles et pas être en position défavorable par rapport à la Chine ou aux États-Unis qui sont moins disantes, comme on dit. Et derrière, Elisabeth Borne écope en disant bah non, en fait, on a mal compris, il n'a pas dit ce qu'on a compris, qu'il avait dit, etc. En matière de signal envoyé, on a déjà fait plus clair, non, et plus volontariste. Alors, deux choses. D'abord, vous parlez de volontarisme. Je fais juste le lien avec Choose France. Et avec, On va en parler de Choose France. Non, mais je vais faire le lien quand même avec ça. Parce que on ne fait pas que créer de l'emploi et faire venir des entreprises dans notre pays. On fait venir des entreprises qui innovent dans le domaine de la transition énergétique. On sera demain capable de fabriquer des panneaux solaires français, enfin. On sera capable demain d'avoir des filières de production de véhicules électriques, enfin. Et demain, les Français, avec la réforme du lycée pro et le plan pour l'entrepreneuriat présenté par le président de la République, un Français pourra demain faire équiper son domicile par des panneaux solaires français, des pompes à chaleur françaises, posées par des artisans, des jeunes artisans mais ça, français. c'est super, mais est-ce qu'il faut ralentir? Est-ce qu'on va continuer à accélérer? Non, attendez, ça, ce sont les faits. Ensuite, il y a beaucoup de normes au niveau européen. L'Europe est le mieux-disant mondial en matière de transition énergétique. Mais si je devais faire une métaphore, c'est un peu comme des normes incendie pour un ascenseur dans un hôpital. Elles changent parfois tellement souvent que vous n'avez pas terminé les travaux de mise aux normes qu'il faut déjà recommencer des travaux. Donc il faut être capable déjà d'appliquer à la lettre l'ensemble des normes qui sont, je le redis, les plus élevées en termes d'exigence au monde, et c'est tant mieux au niveau européen pour l'environnement, et pour pouvoir ensuite faire évoluer les choses de manière Donc on fait déjà ce qu'on a promis concertée avant de et de faire de manière nouvelles promesses. efficace. Ouais. Et sur un sujet franco-français... Mais vous savez que, dans les promesses, on est quand même le seul continent au monde à avoir déjà dit que dans quelques années, on ne vendra plus de véhicules thermiques. On est le seul continent au monde, à l'initiative de la France, à avoir annoncé qu'on sera dans la neutralité carbone. Tout ça sera tenu. On reviendra en arrière sur rien. Ce sont des sacrés objectifs que nous allons tenir et qui nous obligent déjà au quotidien, et les Français le perçoivent. Sur l'environnement, un sujet franco-français, le président des Jeunes avec Macron, Ambroise Méjean, propose de verdir le SNU, le Service national universel, et d'en faire un service national environnemental. C'est une hypothèse sérieuse ou c'est une idée lancée en l'air, ça? Alors, toutes les hypothèses lancées par Ambroise Méjean sont forcément sérieuses, par définition. Non, d'abord, il y a la citoyenneté, il y a la transition écologique. En gros, qu'est-ce qui fait que les jeunes ont envie de s'engager aujourd'hui ? Pour beaucoup d'entre eux, c'est vrai, c'est l'écologie. Et ils ont envie d'être pleinement utiles. Ils ont envie que nous, on soit efficaces avec les politiques qu'on mène, qu'on engage des transformations systémiques en matière environnementale. Et eux aussi veulent porter leur Ma question, c'est est-ce que le SNU l'édifice. va devenir le SNE ou est-ce que c'est pas complètement d'actualité aujourd'hui? Personne n'a dit que le SNU deviendrait le SNE, parce que quand vous avez des jeunes d'une génération qui arrivent au niveau du lycée, ils ont besoin aussi d'avoir un espèce de temps rituel ensemble, collectif, pour apprendre ensemble aussi les valeurs de la démocratie, comment interagir avec la société, comment être pleinement acteur et utile. Et clairement, aujourd'hui, quand vous posez la question à des jeunes de 15 à 25 ans, qui est le sujet numéro 1 qui les préoccupe et pour lequel ils veulent s'engager, c'est l'environnement. C'est une chance pour notre pays. Il faut davantage nous appuyer là-dessus. L'actualité de la semaine, elle va aussi être sociale avec les retrouvailles entre Elisabeth Borne et les syndicats. Alors hier, Sophie Binet pour la CGT a dit il n'y aura pas de retour à la normale si la réforme des retraites n'est pas abandonnée. Donc on imagine qu'on va avoir droit au 6 000e épisode du dialogue de sourds. Moi, je voudrais savoir quelle va être l'attitude du gouvernement face à la proposition de loi du groupe Lyot qui veut abroger la réforme des retraites. Ça sera voté le 8 juin. Vous ferez quoi? Vous ferez de l'obstruction? Vous ferez de l'irrecevabilité en disant que c'est pas l'article 40, pour parler un peu technique, s'applique et que ce texte n'est pas recevable? Vous allez aller au vote? Ça va être quoi la position du gouvernement? D'abord, pardon, juste, ce ne sera pas un dialogue de sourds avec les syndicats, je n'y crois pas du tout. Ouais. Ce sera la reprise d'un dialogue formel, parce que le dialogue, il n'a jamais été rompu. Et on dit aux syndicats, venez nous dire de quoi vous voulez qu'on parle. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la qualité de vie au travail? Est-ce que vous voulez qu'on reprenne l'emploi des seniors qui étaient dans la Donc réforme là, des retraites, c'est eux qui etc. vont fixer l'ordre du jour. Ah là, on arrive en leur disant, écoutez, on est très heureux de pouvoir se reparler de manière formelle autour d'une table. Donc,
avançons sur les sujets qui intéressent les Français et qui sont urgents pour eux. Sur la PPL du groupe Lyot, moi, il faut qu'on m'explique comment, en moins d'une journée, on arriverait à défaire ce que les mêmes nous disaient qu'il était impossible de construire en 40 jours. Je voudrais qu'on m'explique comment, en quelques heures, on peut décider de creuser la dette du pays de 15 milliards d'euros par an sans proposer de solution de financement. Ou alors, ils nous proposent des solutions de financement. Quel sera le comportement Aujourd'hui, de la majorité? ils financent la réforme des retraites sur le prix du tabac et de l'alcool. Ouais. Il n'y a aucun problème avec le fait qu'on augmente le prix du paquet. Enfin, on ne va pas mettre le paquet de clopes à 100 € et la bouteille de vin à 50 systématiquement. Personne n'y croit. Donc il faut qu'ils nous expliquent, est-ce qu'ils veulent, en échange de l'abrogation de la réforme des retraites, qu'on augmente les impôts ou qu'on baisse les pensions des retraités? Ensuite, clairement, normalement, une proposition de loi qui coûte autant d'argent à l'État, elle peut être jugée irrecevable parce que justement, il n'y a pas de solution de financement. Le cas échéant, s'il devait y avoir un débat, eh bien écoutez, nous, on a voulu avoir ce débat. Souvenez-vous que ces groupes ont fait de l'obstruction au Parlement. On n'a même pas pu débattre de l'article de la loi qui reculait l'âge de départ à la retraite. Donc vous laisserez le débat se dérouler? Dans ce cas-là, si le débat est ouvert vote, parce que la PPL Lyot est jugée recevable et qu'elle peut être examinée, on sera très content de débattre de tout ce que l'opposition nous a empêché de débattre, mais je doute très fortement, je vous le dis, je doute très fortement, ne serait-ce que par cohérence avec ce qui a été dit par ceux-là même qui veulent présenter ce texte aujourd'hui, qu'en quelques heures, ils puissent faire le tour de l'alpha et l'oméga de la question du travail et des retraites dans notre pays. J'ai une dernière question plus sociétale. Mercredi, ce sera la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Dans ce cadre, des clubs de foot avaient demandé, et la Ligue avait demandé qu'on joue avec des maillots floqués aux couleurs de l'arc-en-ciel. Plusieurs joueurs, nantais, toulousains notamment, guingampais, ont refusé de porter ce maillot. Faut-il sanctionner ce genre de comportement? C'est nul. Voilà. Je lisais tout à l'heure un article où un sélectionneur, je crois, disait que l'homophobie était une opinion. Non, c'est un délit en fait. C'est un délit. Donc il faut sanctionner ces joueurs qui Mais ont refusé de c'est jouer. anachronique. On vit dans une époque, aujourd'hui, une société française, européenne, où chacun est libre de s'aimer comme il le souhaite. Et là où il faut défendre des valeurs qui nous unissent, eh bien le sport est aussi là pour le faire. Est-ce que les clubs doivent sanctionner les joueurs qui ont refusé de jouer? C'est pas à moi de décider si un club doit sanctionner. Je vous dis juste que si j'étais sélectionneur ou directeur d'une équipe de foot, je dirais à mes joueurs, c'est important de le faire, c'est le message que vous envoyez à la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui souffrent encore de l'homophobie dans leur quotidien et tous les moyens sont bons pour permettre de normaliser ce qui est déjà normal. Merci beaucoup Olivier Véran d'être venu à la 4V. Bonne journée à vous. Merci. Merci monsieur.